On travaille évidemment sur notre offre en propre. Notre offre en propre, c'est encore 40% de notre activité. C'est évidemment un pilier majeur. C'est aussi un pilier majeur parce que c'est là qu'on va trouver les plus grandes marques. Les plus grandes marques aujourd'hui, en France, elles souhaitent continuer à travailler en direct avec nous. Et nous, ça nous va très bien. Et donc, on va renforcer là-dessus avec un regard sur la profitabilité. C'est quelque chose qui n'était pas forcément dans notre ADN historique. Il y avait une logique de croissance en priorité. Et c'est quelque chose qui nous permet de nous repositionner. Et on est capable, aujourd'hui, on a une offre en propre qui gagne de l'argent. Ce qui n'était pas arrivé, je pense, quasiment depuis au moins depuis une grosse dizaine ou douzaine d'années. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. C'est un géant français de l'e-commerce dont il s'agit, un pionnier, une marque quasi patrimoniale dont il est question aujourd'hui. Nous avons la chance de recevoir Thomas Métivier, CEO de la célèbre marketplace Cdiscount. Plus vraiment besoin de présenter la plateforme de Cnova, filiale du groupe Casino, mais voici quelques chiffres qui permettent de prendre la mesure de l'entreprise. 3,5 milliards d'euros de volume d'affaires en 2022, une place de marché qui représente près de 60% de l'activité, 15 000 marchands ou encore près de 9 millions de clients actifs. Cependant qu'il s'agisse des enjeux économiques, stratégiques ou technologiques, l'entreprise bordelaise est à un tournant. Avec Thomas, nous allons d'abord prendre de la hauteur pour parler du contexte de marché de la vente de biens de grande consommation, quels sont les effets de l'inflation sur les ventes en ligne, que recherchent les consommateurs et côté vendeur, comment l'offre évolue-t-elle? Nous poursuivrons sur les sujets d'organisation de Cdiscount pour parler stratégie, logistique, offre B2B et technologie. En effet, depuis le début de l'année, l'IA truste la première place des sujets d'actualité tech. Celle-ci est déjà intégrée dans le chatbot de la plateforme. Nous allons chercher à en savoir plus et élargir le sujet à celui de la relation client en général. Mais avant de commencer, Thomas, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, tout d'abord merci beaucoup pour ton invitation. Donc je suis ravi d'être là. Et donc Thomas Métivier, moi ça fait 7 ans que je suis chez Cdiscount. Avant j'ai eu un début de carrière dans la fonction publique, donc je suis tombé dans le chaudron du e-commerce il y a 7 ans en rejoignant Cdiscount à la direction de la stratégie. Et j'ai découvert un monde où il y a énormément d'opportunités, énormément de choses à faire, de choses nouvelles. Tu évoquais l'IA qui est quelque part le sujet qui monte depuis maintenant quelques mois, mais j'ai vu chez Cdiscount énormément de nouveautés, de renouvellement, de transformation. Et je pense que c'est le signe et la caractéristique première de Cdiscount depuis maintenant 25 ans. Ça, c'est ce que tu as constaté sur les 7 dernières années. On va revenir vraiment en détail. Avant, tu peux nous dire, tu as un profil plutôt commercial, ingénieur. Je te pose la question, je connais la réponse, bien sûr. Mais c'est pour nos auditeurs qui sachent un peu d'où tu viens, quel est finalement l'état d'esprit avec lequel tu es construit, ton ADN, et pourquoi tu as été dans la fonction publique. On va le comprendre. Fais-nous un petit peu... on remonte quelques années en arrière. Alors moi, j'ai fait l'école polytechnique et j'ai rejoint ensuite le corps des mines. Donc j'ai un profil
ingénieur, j'ai un goût pour tout ce qui est autour de la technologie et notamment aujourd'hui les sujets d'IA, mais ça a été plein d'autres sujets au cours de ma carrière. J'ai du coup démarré ma carrière pour le ministère de l'économie. J'étais à Bordeaux sur les sujets économie, emploi, en appui du tissu économique et auprès du préfet de région. Et puis l'occasion et l'opportunité s'est présentée de rejoindre Cdiscount, et donc c'est comme ça que j'ai... Combien de temps tu es resté finalement dans la fonction publique? Je suis resté 4 ans à Bordeaux. 4 ans, et ça veut dire que tu as été diplômé en quelle année, juste pour qu'on ait des marqueurs? Je rentrais à l'école en 2006, et je suis sorti du coup de l'école polytechnique en 2010, et après j'ai eu 2 ans de formation pour le corps des mines, donc j'ai rejoint Bordeaux en 2012. En 2012 jusqu'à 2016, et puis après... Exactement, début 2017, basculé chez... T'es pas bordelais à l'origine? Non, pas du tout. Voilà. Je suis arrivé là par pérégrination professionnelle. Bon, très bien. Dans la fonction publique, qu'est-ce que tu retiens de ce passage? Qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi finalement les assets avec lesquels tu ressors, puisque tu as fait une transition, et pour comprendre cette transition, j'aime bien que tu nous expliques un peu ce que tu as appris et pour comprendre pourquoi tu as voulu changer. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce passage dans la fonction publique, c'est la proximité avec les entreprises. J'ai vu des dizaines, même souvent des centaines d'entreprises, dès qu'elles allaient bien, dès qu'elles allaient moins bien, dès qu'elles étaient sur des secteurs hyper technologiques, avec énormément d'innovation, d'autres qui étaient des entreprises très, on va dire, de services ou plus traditionnelles. Et en fait, toutes, j'ai été marqué par l'importance de la vision que portait le chef d'entreprise, l'entrepreneur, la force de l'équipe qu'il portait, et de l'importance d'avoir un environnement fort autour pour soutenir ces entreprises-là. Donc mon travail à l'époque était de voir comment on améliorait l'environnement, notamment public et parapublic, qui pouvait venir en appui des entreprises. Donc j'étais en lien avec, à l'époque, BPI France, avec les mécanismes sur l'export, les chambres de commerce, etc. Et en fait, dans ce contexte-là, on voit bien que le chef d'entreprise, il a un rôle important de chef d'orchestre. Il faut qu'il soit clair sur la vision, là où il veut emmener son entreprise. Il faut qu'il soit accompagné d'une bonne équipe. Et puis, il a ce rôle de chef d'orchestre de tout mettre en œuvre. Et le deuxième élément qui m'a marqué, c'est l'importance pour les entreprises, mais notamment pour les entreprises industrielles, des enjeux d'innovation, de maîtrise technologique. Et que c'était ça vous voyez une entreprise qui gagnait, notamment à l'export, c'était souvent une entreprise qui avait une assise technologique, une assise en termes d'innovation qui était extrêmement forte et extrêmement puissante. Donc ça, c'est des choses que j'ai retenues. L'importance de la vision, l'importance du collectif ensemble, et puis ensuite l'importance d'avoir une assise technologique forte, une forte culture d'innovation pour réussir et pour s'imposer dans la compétition économique. Pour pouvoir adapter finalement l'environnement public de soutien aux entreprises, ça veut dire que tu étais amené à rencontrer régulièrement les patrons des entreprises. Comment ça fonctionne concrètement, puisque là, je prends juste un peu le temps, mais j'aime bien être concret. Oui, tout à fait. Là, on est un peu en théorie, mais comment on fait concrètement quand tu es dans le poste que tu occupes pour accompagner ces entreprises-là? Alors, on va voir plusieurs façons de rencontrer des entreprises. Déjà, je faisais régulièrement des visites, c'est-à-dire je allais voir des chefs d'entreprise dans leurs entreprises, comprendre ce qu'ils faisaient, comprendre quelles étaient les problématiques qu'ils avaient, comment ils percevaient l'environnement, l'écosystème public et parapublic qui pouvait les aider. Parfois, ils ne connaissaient pas forcément les dispositifs, parfois ils les connaissaient, ils y avaient eu recours et ça s'était très bien passé, d'autres fois c'était plus mitigé. Donc déjà, avoir un contact direct. Et en fait, on voit énormément de choses quand on visite une entreprise, quand on vient sur place. Vous savez dire quasiment en visitant, en traversant l'usine, parce que c'était quand même beaucoup d'entreprises avec une dimension industrielle, en fonction de comment la ligne de production est organisée, si vous voyez beaucoup de produits, de matières premières sur le parking, ou au contraire beaucoup de produits finis, vous avez une idée assez vite de ce qui se passe. Vous rencontrez les gens, vous les voyez dans leur environnement, vous les voyez parler avec passion de ce qui les anime, parfois avec inquiétude des sujets de préoccupation qu'ils ont. Et donc ça permet de se dire, est-ce que j'ai les bons leviers, est-ce que l'État a les bons leviers pour accompagner ces acteurs-là? Est-ce que les collectivités ont les bons leviers pour accompagner ces entreprises-là et les aider à réussir? Parce qu'en fait, notamment dans le monde industriel, l'enjeu c'est de réussir à l'export. C'est quand même ça la priorité du soutien public, c'est de faire réussir à l'export nos entreprises industrielles. Et donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième, c'est qu'après, on travaillait énormément avec tous des corps représentant les entreprises et les accompagnants, que ce soit des fédérations professionnelles, que ce soit les chambres de commerce, que ce soit des collectivités. Et là, on allait travailler avec eux sur des programmes. Par exemple, on avait fait un programme pour accompagner et former des chefs d'entreprise, de PME et d'ETI aux problématiques justement de l'innovation, de l'export, avec un programme de formation sur un an,
Et ça a donné notamment des programmes d'accompagnement par BPI France ou par les conseils régionaux. Et c'est important parce qu'on voit bien que le chef d'entreprise, plus il est accompagné, plus il est soutenu dans ces sujets stratégiques-là, plus il a de chances de prendre les bonnes décisions et du coup d'être un vecteur d'accélération de son business et de capacité à prendre des risques pour développer son activité, créer de l'emploi et puis soutenir globalement le tissu économique. Et donc ça, c'était vraiment un enjeu d'être proche du terrain et en même temps d'avoir un travail collaboratif avec des relais. Et les chambres de commerce sont évidemment un relais important, mais on peut citer aussi les pôles de compétitivité, qui sont des outils parapublics qui viennent en appui des entreprises sur ces problématiques d'innovation, d'export et de développement économique. Bon, merci pour ces éléments d'explication. Peut-être qu'on ne pose pas souvent la question, mais j'aime bien que finalement on puisse illustrer par des exemples un peu ce qu'on fait concrètement, d'autant que beaucoup de gens ne connaissent pas tous ces métiers-là. Donc merci pour ces explications. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as envie de quitter le secteur public pour rejoindre le secteur privé et plus particulièrement la galaxie, alors comment on l'appelle, Cnova Alors, le premier élément, c'est que j'ai eu envie de rejoindre et d'avoir un poste où je faisais, je mets des guillemets, pour de vrai. C'est-à-dire que c'est intéressant évidemment de rencontrer beaucoup d'entreprises, de les aider. On a des dossiers où on a aidé des entreprises à investir, des entreprises qui étaient en difficulté, qu'on a aidé à rebondir. Donc on est au quotidien, aux côtés d'autres chefs d'entreprise et on voit les résultats de nos actions, mais on n'est pas aux manettes. Et c'est vrai que le fait de basculer dans le privé, il y avait cette idée d'avoir des responsabilités, d'être, je vais dire, pour de vrai, même si c'est pas pour de faux, mais pour de vrai, en fait, tu veux cette être compétition économique. Opérationnel, quoi. Exactement. Cette bascule dans le fait de faire et d'être en responsabilité sur ces sujets-là. Digital doers, hein, tu vois, c'est vraiment ça s'y prête plutôt bien. Voilà. Et ensuite, j'avais cette conviction que l'entreprise que je voulais rejoindre, il fallait qu'elle ait une dimension de technologie, d'être confrontée à la compétition internationale, d'être dans un environnement stimulant, qui bougeait. C'est vrai que j'ai un goût pour les environnements, on va dire, très dynamiques. J'ai été dans mes expériences, notamment en stage, parfois dans des business avec des cycles de vie très longs. C'est vrai que vous concevez le contrôle de vol d'un satellite qui va être lancé 6 ans plus tard. Le boulot est intéressant au quotidien, mais on voit moins l'effet concret. Et ce que j'ai aimé, et c'est ce que notamment Emmanuel Grenier, qui m'a recruté à l'époque, m'a vendu, c'était cette dimension de réactivité, d'opportunité, de capacité à savoir très vite si ça marche, si ça marche pas. Et c'est ce qui m'a attiré dans cette aventure. Et c'est ce qui a fait que j'ai rejoint Cdiscount et que j'ai sauté le pas de quitter la fonction publique pour aller chez Cdiscount. Pour aller chez Cdiscount. C'était quoi ton premier job chez Cdiscount ? Alors j'étais directeur de mission à la direction de la stratégie, c'est-à-dire c'est la piste d'atterrissage pour les gens qui n'y connaissent rien. donc je pense que ça résume assez bien. Et en fait c'est l'occasion en quelques mois de découvrir toute la boutique. D'ailleurs ma première mission, je suis arrivé, on m'a dit ton premier thème c'est monétisation. Voilà. Et donc c'était le sujet de comment est-ce qu'on monétise. À l'époque on avait la régie. On avait le trade marketing qui était du coup dans le cadre des discussions, des négociations commerciales qu'on avait avec nos fournisseurs, et puis la marketplace à l'époque commençait à vouloir faire de la monétisation, à vendre de la visibilité à ses vendeurs, évidemment à des tarifs qui n'avaient rien à voir avec ce qui se pratiquait par ailleurs, plus ou moins sous le manteau, et donc on m'avait dit ce serait bien que tu comprennes ce qui se passe, que tu vois les ordres de grandeur et que tu fasses des propositions pour quelque part avoir la meilleure approche au global pour Cdiscount, entre ce que fait la régie, ce que font les achats et le trade marketing et ce que veut faire la marketplace. Et donc c'est ce qui nous emmène, quelque part 7 ans plus tard aujourd'hui, à avoir le retail média, une plateforme de produits sponsorisés qu'on a développée en interne, qui va générer 70 et 80 millions d'euros de revenus tous les ans, et surtout où on est sur un outil technologique qui est unique sur le marché. On est le seul acteur français et l'un des rares Européens à avoir développé ce savoir-faire-là, et qui du coup nous positionne parmi les tout meilleurs au niveau mondial sur la capacité à générer de la valeur par la publicité pour un site de e-commerce. On va revenir sur ça, mais donc à la stratégie, je comprends que finalement ta mission c'est d'abord une phase peut-être d'audit, c'est pour comprendre l'environnement, et une phase de réflexion pour porter des conseils d'amélioration de ce que tu as constaté. Tu fais ça combien de temps ? Je fais ça 2 ans. 1 an comme directeur de mission, 1 an comme directeur de la stratégie. Et puis 2 ans plus tard, on me confie la responsabilité de la marketplace, qui à l'époque faisait à peu près 1 milliard d'euros de volume d'affaires. Et la responsabilité là, on est en quelle année quand à l'international, ça doit être 2018. Ok. 19.
18. Et du coup, on est dans avec donc 2 enjeux. Un, accélérer le développement de la marketplace. Et en fait, sur les années qui ont suivi, c'est les années où on a passé d'1 milliard à plus d'1,5 milliard de volume d'affaires. On a développé le fulfillment, c'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait à peu près autour de 20% d'activité en fulfillment. Maintenant, on a plus de 50% de notre activité. Le marketplace, développer l'activité de la marketplace, c'est à la fois augmenter le nombre de vendeurs et forcément d'acheteurs et les services associés comme le fulfillment. Le fulfillment, pour ceux qui, la logistique pour les vendeurs. Logistique, et notamment la partie publicitaire qui était encore à l'époque assez embryonnaire. Et c'est le moment, par exemple, où on a décidé de développer cette fameuse plateforme. Après, au moment où j'ai pris mes fonctions à la marketplace. La marketplace, tu tiens ces fonctions de là combien de temps et qu'est-ce que tu retiens de ce passage-là? Alors, j'ai tenu quelque part les fonctions marketplace jusqu'au lancement d'Octopia. On y reviendra en 2021, sachant qu'au sein d'Octopia, j'ai gardé toute une partie sur les opérations marketplace qu'on a ouvert coup derrière à d'autres distributeurs, pas uniquement pour Cdiscount.com. Donc quelque part sur la partie marketplace Cdiscount, je l'ai occupé de 2018 à 2021. Et ce que je retiens, c'est l'importance de mettre la marketplace au cœur de l'identité commerciale du site. Ça veut dire quand je suis arrivé, la marketplace était encore vue comme quand j'ai pris mes fonctions, c'était encore vu comme un business un peu à côté. Okay. L'activité historique de vente directe faisait plus des 2/3 de l'activité. Elle tenait tous les éléments majeurs commerciaux, c'est-à-dire quand vous arriviez sur notre homepage un jour de solde ou le jour du Black Friday, vous aviez 90-95% des produits qui étaient de l'offre en propre, et c'était l'offre en propre qui était la locomotive, et la marketplace était vue comme le wagon rentable derrière, mais l'offre en propre c'était la locomotive. Et mon travail pendant 3 ans, c'était de faire en sorte que la marketplace, elle soit aux côtés de l'offre en propre pour faire l'identité commerciale du site, son attractivité promotionnelle et son identité. Et c'est un succès qu'on a eu, on a pour ça rapproché les équipes, c'est-à-dire que la marketplace c'est des équipes isolées, on a rapproché les équipes marketplace des équipes achats pour avoir une logique plutôt de catégorie management, et puis on a travaillé sur la qualité des vendeurs, la qualité des produits et la force de l'animation commerciale qu'on pouvait proposer aux vendeurs. Et maintenant, quand on lance les soldes, on a plusieurs millions d'offres soldées proposées par nos vendeurs, on a plusieurs milliers, ce qu'on appelle nous les deals, c'est-à-dire d'offres commerciales vraiment impactantes, en général uniques sur le marché, qui construisent la différenciation commerciale de Cdiscount.com. Ok, merci pour ça. Après, en 2021, tu prends la casquette d'Octopia. Tu peux nous dire ce que c'est qu'Octopia? Alors, Octopia, c'est une offre à destination des distributeurs et des e-commerçants pour leur permettre d'accélérer, on va dire, dans l'univers marketplace. Et pour ça, on leur propose de leur fournir la technologie marketplace, donc pour devenir une marketplace. On leur propose un accès extrêmement facile à toute la base de vendeurs qu'on a construite, donc les fameux 15 000 vendeurs que nous évoquions, et on les accompagne sur toute la partie opérationnelle, notamment la logistique et les opérations marketplace, la qualité, etc. Ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est qu'un vendeur qui veut ouvrir son activité marketplace avec Octopia, il a tous les outils et même les vendeurs à disposition. C'est pas juste une techno. Là, il y a derrière les services associés de fulfillment et puis aussi, quelque part, l'offre. Tout à fait. Et on voit bien la différence. On a lancé un site, on a accompagné un site de puériculture au premier trimestre, Bébé Boutique. Eux, leur choix, ça a été de partir avec nous. C'est un site qui fait quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires avant de lancer sa marketplace. Et eux, leur choix, ça a été de partir avec nous et de nous confier, de confier à Octopia la plateforme technologique, le sourcing des vendeurs et l'accompagnement opérationnel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de recrutement spécifique pour la marketplace. C'est leurs équipes commerciales classiques qui animaient leur offre directe, qui du coup va animer l'offre qu'on leur propose. Et on s'est lancé en mars ou en avril, et aujourd'hui, en septembre, ils font déjà plus de 15% de leur activité en marketplace. Et donc c'est 15% additionnel en plus de ce qu'ils faisaient précédemment. Et donc on voit bien que quand on apporte non seulement de la technologie, mais également les vendeurs, les produits, l'offre et le savoir-faire en termes d'animation commerciale, parce qu'on peut faire aussi une partie de l'animation commerciale des vendeurs pour le compte de nos clients, et en fait on est capable de faire décoller très rapidement les marketplaces. Parce qu'à la fin, ce qui compte, et c'est la conviction qu'on avait quand on a lancé Octopia, c'est ce que voit le consommateur. Le consommateur, il s'en fiche que dans votre back-office IT, vous ayez branché une techno de marketplace. Le consommateur, ce qu'il voit, c'est est-ce que j'ai plus de produits? Est-ce que j'ai des produits livrés demain? Est-ce que j'ai des produits au bon prix? Est-ce que j'ai un contenu produit de qualité? Et c'est tout ça qu'on propose dans Octopia, et c'est ce qui fait notre singularité
sur le marché, parce qu'on est les seuls à proposer cette offre intégrée. Bon, ça je le sais bien. Il y a peu finalement. Il y a peu de temps, tu vas me dire quand exactement, tu prends la casquette de chef de Cdiscount, Cnova. C'est quoi ta lettre de mission? Sans aller trop loin, on en parlera après en détail, mais globalement, c'est quoi ce qu'on te demande de faire? Et quand est-ce que ça arrive? Alors du coup, j'ai pris mes fonctions effectivement au mois de janvier, et avec une lettre de mission qui est de poursuivre le développement de Cnova avec un focus sur la rentabilité sur l'activité Cdiscount.com, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rend Cdiscount.com, qui est une activité e-commerce lancée il y a 25 ans, rentable et en croissance, notamment grâce à la bascule vers le modèle marketplace et à un travail de fond qui avait déjà été initié l'année dernière, mais d'assainissement de notre offre en propre, qui était historiquement une activité on va dire, très subventionnée, très promotionnée. Et en même temps, comment on renforce l'identité de Cdiscount dans l'esprit des consommateurs. Donc un axe fort sur Cdiscount.com, comment est-ce qu'on pivote le modèle de Cdiscount.com pour en faire une activité e-commerce rentable. Et le deuxième, c'est le développement de nos activités B2B, qui sont à la fois un levier de création de valeur majeur pour Cnova, et puis une façon de continuer à développer les effets d'échelle qui sont si importants dans le domaine du e-commerce. C'est-à-dire que quand vous êtes une marketplace, votre force d'attraction pour les vendeurs, elle dépend de votre taille. Et donc tout l'enjeu d'Octopia, c'est en proposant aux vendeurs, quand ils rejoignent Octopia, d'accéder à plusieurs marketplaces, c'est en fait d'avoir de plus en plus de vendeurs dans cette plateforme, et donc in fine de plus en plus de vendeurs aussi sur Cdiscount.com. Et donc c'est un axe fort avec un développement qui se passe bien, on le voit, on a des succès importants. Et donc on fait ça à la fois en marketplace avec Octopia, on le fait sur la logistique pour les vendeurs, avec maintenant une offre de fulfillment où on fait de la logistique pour des vendeurs y compris, s'ils ne sont pas vendeurs sur Cdiscount. Et puis on le fait avec notre activité logistique, C-Logistics, là pour le coup sur des très grands clients, des très grands comptes qui nous confient leur logistique e-commerce en général à l'échelle européenne. Toute plateforme de vente confondue. Toute plateforme de vente, d'ailleurs même pour certains, c'est y compris des commandes qui peuvent être prises dans leur magasin physique à travers l'Europe. Et donc l'idée c'est comment on accompagne, on apporte les bons outils et les bons assets technologiques aux distributeurs et aux e-commerçants pour accélérer leur e-commerce et leur marketplace dans un contexte où on voit bien que la marketplace elle est au cœur du développement digital et de la croissance des ventes en ligne et des ventes du e-commerce. Génial, on va aller plus loin. Merci Thomas pour cette global picture de ton parcours et comment tu as été amené à prendre la responsabilité de Cdiscount et de Cnova. On va revenir dessus plus en détail pour comprendre de façon très concrète comment ça fonctionne, même si tu nous as déjà donné quelques bribes d'informations. Et avant ça, on va parler du marché, je le disais en introduction. Ce que j'aimerais, c'est que tu nous livres un peu ta vision de ce marché. Moi, je le définis comme les biens de grande consommation. Est-ce que c'est la bonne définition? Comment en fait, et quand on parle de marché, on parle d'offres et de demandes. Il y a aussi de la régulation. Quel est le rôle de la régulation au travers dans ce marché en général? Et puis, on reviendra après sur Cdiscount. Alors, aujourd'hui, on est effectivement un acteur majeur des biens de consommation avec un focus plus particulier sur les biens d'équipement. Alors, on considère en gros sur des biens, on va dire, un peu pérennes. Après, ça peut être des biens d'équipement, ça peut être une cafetière, ça peut être des machines à laver, ça peut être des canapés. On est un des premiers vendeurs de meubles en ligne, ça peut être de la déco, ça peut être du jardin, du bricolage. On a une logique très large dans tout ce qui permet d'équiper globalement son foyer. Aujourd'hui, c'est un marché qui est structurellement en train de basculer vers le e-commerce, c'est-à-dire que quand on regarde sur une période longue, un peu nettoyée, des effets Covid, inflation, tout ça, on voit bien que c'est un marché qui bascule de plus en plus sur le e-commerce. Il y a des catégories qui ont été très en avance, on peut penser à l'informatique, à la téléphonie. On a des catégories qui sont en train de faire cette bascule-là, tout ce qui est le mobilier, la déco, le jardin, le bricolage. Donc on voit bien qu'on est sur des mouvements de fond, de consommation et d'attente des consommateurs. Et puis, parce qu'en fait, ces modèles e-commerce, ils répondent à une attente forte des clients d'avoir plus de choix, d'avoir une rapidité de mise à disposition des produits, avec cette idée de la livraison dès le lendemain, et puis d'avoir un niveau de prix qui reste particulièrement attractif sur les plateformes e-commerce. Justement, la sensibilité au prix, est-ce que tu perçois qu'elle est plus forte aujourd'hui qu'avant? Et puis, avant de répondre à cette question,
On parle aussi beaucoup d'omnicanalité. Finalement, les clients, aujourd'hui, les consommateurs, ils aiment aussi se rendre en point de vente physique. On voit qu'il n'y a pas eu de défection majeure, où il y a eu une reprise des points de vente avec un mélange des canaux de distribution. C'est-à-dire qu'en point de vente, tu le disais tout à l'heure, certains de tes clients permettent au travers de terminaux de passer commande et vous livrez la commande qui a été prise en point de vente. On peut aussi passer commande en ligne et retirer en point de vente. Il y a un mélange des canaux. Tu le constates aussi, c'est pas uniquement en e-commerce. On le constate également, c'est-à-dire qu'on sent bien que le client, il n'est pas bicéphale, il n'a pas d'un côté son cerveau quand il va en magasin et de l'autre son cerveau quand il va sur Internet. On voit bien que le client, ce qu'il cherche, c'est à avoir une proposition qui soit pratique pour lui et qui l'aide à faire des achats qui soient les plus pertinents. Et quelque part, je pense que dans un contexte d'inflation, cette réflexion des clients et cette attente des clients pour faire le bon choix, il est évidemment important. Et donc, le client, nos consommateurs, quand on les observe, on voit bien que suivant les achats, ils vont faire leurs achats 100% en ligne. Des fois, ils vont faire du repérage dans des magasins, ils vont se renseigner, essayer de comprendre quelle est l'offre, et puis après, ils vont venir sur Internet. Dans d'autres cas, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont venir d'abord sur Internet, ils vont regarder l'offre. Ils vont aussi avoir des produits qui ne sont pas disponibles dans le retail physique, qui sont disponibles notamment que sur les marketplaces, parce que c'est une spécificité qu'on voit de plus en plus. Et puis à la fin, ils vont faire leur choix. Et nous, notre rôle chez Cdiscount, c'est de les accompagner pour rendre le choix le plus facile possible avec le maximum de produits à leur proposer, la bonne technologie, le bon IA pour les aider à trouver le bon produit. Quand on a 80 millions de produits, on va revenir là-dessus. Évidemment, il faut leur proposer le bon. Mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment comment on répond à ça. Et c'est sûr qu'il y a de plus en plus de propositions, notamment de parcours omnicanaux. Et je pense que c'est bon pour les consommateurs. La question que je te posais juste avant, c'est justement cette sensibilité au prix. Pourquoi je te la pose? Parce qu'il y a le sujet de l'inflation. Et qui dit inflation dit forcément une sensibilité accrue au prix. Et il y a en même temps la recherche d'expérience. On parle beaucoup dans le marketing, en règle générale, de faire vivre une expérience de marque aux consommateurs. Là, on s'éloigne du sujet de sensibilité au prix. Est-ce que les consommateurs, finalement, ils sont un peu entre les deux et finalement, l'offre en marketplace, c'est aussi une façon de répondre aux enjeux de sensibilité du prix? Ce qui est sûr, c'est que le modèle marketplace, il est performant sur les prix. Parce qu'en fait, vous internalisez la concurrence entre les vendeurs sur votre plateforme et donc ça pousse en fait, les vendeurs à proposer leur meilleur prix pour les clients. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique notamment le fait que les marketplaces font plus de croissance que les sites de vente on va dire, uniquement en vente en propre. Et donc, on sent bien, pour moi, deux tendances qui sont fortes. La première, c'est que les clients restent fortement attachés aux marques, et on le voit sur la téléphonie, on le voit sur l'équipement de la maison, on pense à des marques comme Apple, comme Dyson, comme Samsung en télé, qui en fait ont vraiment une présence forte sur le marché, et on ne voit pas forcément les effets qu'on peut voir en distribution alimentaire de report massif sur des MDD. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, il y a quand même une volonté des clients, quand ils font un achat de biens d'équipement, d'avoir le sentiment de faire un bon achat. C'est un investissement. Oui, et puis ça dit quelque chose de vous, je pense aussi. Quand vous avez une télé Samsung au mur, que vous avez votre Dyson, c'est autre chose que d'avoir un produit MDD. Donc je pense que les clients sont prêts à faire cet effort-là, quitte à le faire peut-être moins souvent, en attendant un peu plus avant de le faire. Le deuxième élément, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une sensibilité forte au prix, parce qu'on voit croître la part de marché du reconditionné. On voit aussi que quand on propose des modalités de financement nouvelles, on a ouvert par exemple une offre avec Floa qui intègre une opportunité de reprise de téléphone et du coup de crédit long. Floa, on est d'accord, ils sont un petit peu bordelais, non? Oui, Floa, c'est une filiale de BNP Paribas. De BNP Paribas, mais c'est nos cousins qui étaient ils sont passés dans les bâtiments d'en face. Non, mais dans le bâtiment d'en face. Et puis à l'origine, c'est issu aussi du savoir-faire qu'on avait sur notre paiement en 4 fois. Et donc là, pour le coup, on voit bien qu'on va chercher des clients qui sont capables de s'offrir un iPhone 9 en étalant les mensualités. Et on fait des ventes additionnelles, et on voit bien que, pour le coup, on répond à une attente des clients qui n'ont pas forcément envie de transiger sur la qualité de ce qu'ils achètent quand ils s'équipent, et qui en même temps sont preneurs d'être accompagnés pour soit avoir
un prix plus bas, notamment avec le reconditionné, soit des facilités de paiement pour être capable de faire rentrer ça dans leur budget mensuel qui est évidemment contraint. Quand on parle du marché, on vient de parler de l'offre des consommateurs. L'offre de produits, tu l'as évoqué avec les marques. Moi, je voudrais qu'on l'évoque en parlant des vendeurs. Évidemment, sur une marketplace, il y a des vendeurs. On évoquait le chiffre de 15 000 vendeurs sur Cdiscount. De façon globale, l'activité marketplace, elle est animée par les vendeurs. C'est comment ça fonctionne aujourd'hui, les vendeurs? Est-ce qu'on a de plus en plus de vendeurs uniques qui sont uniquement présents sur des marketplaces? Est-ce qu'on a finalement des distributeurs traditionnels qui s'ouvrent sur la vente sur les marketplaces? Comment ça fonctionne, cet aspect du marché? Alors, le portrait robot du vendeur est difficile à faire parce qu'effectivement, comme tu l'évoques, il y a beaucoup de typologies différentes. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'on voit croître de plus en plus, je vais appeler les pure players, c'est-à-dire en fait des acteurs qui sont pensés pour les marketplaces et qui du coup vont imaginer leur offre, non pas avec une logique de distributeur qui va chercher à couvrir tous les besoins d'une catégorie de produits. Donc quand vous êtes un distributeur, vous faites par exemple du mobilier, vous savez qu'il vous faut des armoires, des tables, la chambre enfant, la chambre parents, etc. Le bureau, la salle à manger. Voilà. Là, au contraire, vous allez avoir des vendeurs qui vont repérer, par exemple, que le marché sur les armoires aujourd'hui est pas suffisamment, est sous-performant sur Internet parce que en fait c'est très compliqué à déplacer, c'est très lourd, et donc ils vont trouver une idée de comment j'adresse ce marché d'une façon plus spéciale. Et donc ils vont arriver avec uniquement des armoires. Et ils vont prendre une part de marché très importante du marché des armoires. Une verticale. Parce qu'en fait, ils vont avoir le sourcing, l'optimisation logistique qui va avec. Ils vont faire des fiches produits d'excellente qualité. Et on évoquait la question de l'expérience de marque. Ils vont, au fur et à mesure, même être capables de construire une identité de marque. Alors que c'est une marque qui ne se trouve que sur les marketplaces. Et donc, on le voit sur l'univers de la maison. Par exemple, il y a 1 an ou 2 ans, on a vu arriver les coiffeuses. Donc, les petits meubles. Ah oui. Cible globalement cadeau pour adolescentes. Oui, on est d'accord. Et en fait, on a vu arriver des vendeurs sur ce produit-là, moins de 100 €, pas très grande façon à rentrer dans une chambre, un joli miroir, un joli design. Et en fait, on a vu cette catégorie absolument cartonner sur les fêtes de fin d'année. Okay. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des vendeurs qui trouvent une opportunité, qui l'exécutent très bien et qui vont être capables du coup de développer et d'aller sur des segments de marché où on ne serait pas forcément allé naturellement avec notre offre en propre. Et donc vous avez 15 000 chefs d'entreprise, 15 000 vendeurs qui vont chercher le bon endroit, les bons produits, la bonne opportunité, et c'est ce qui crée toute la vie et la dynamique de la marketplace. J'ai une question au sujet de ces vendeurs qui adressent une verticale. Tu prends l'exemple de la coiffeuse. Comment tu crées une marque quand tu es vendeur uniquement sur des marketplaces? Une marque, ça raconte une histoire, ça génère normalement un peu d'émotion, il y a quelque chose. Une confiance, il y a un capital de confiance qui est à générer. Comment on s'y prend en tant que vendeur pour créer ce sentiment, cette notoriété même auprès des vendeurs, puisque quand on arrive sur une marketplace en tant que consommateur, on peut être amené à découvrir ces nouvelles marques. Comment on va leur faire confiance? Est-ce que ce sont uniquement les avis? Comment on fait pour créer cette marque? Pour moi, il y a 3 grands éléments. Le premier, c'est les avis. C'est-à-dire que vraiment, le premier élément que le client va regarder, c'est est-ce que le produit est bien noté, est-ce que le vendeur est bien noté. Et dans cet élément des avis, il y a un élément qu'il ne faut jamais minimiser, c'est la confiance qu'apporte la plateforme sur laquelle vous êtes. Vous savez quand vous achetez sur Cdiscount que, in fine, si vous avez un problème avec votre vendeur, vous aurez la possibilité de parler à quelqu'un de Cdiscount qui sera là pour aider à trouver une solution. Et ça, c'est quand même une grosse différence, c'est-à-dire que vous savez que vous n'êtes pas tout seul. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la confiance, on va dire, un peu liée à la plateforme. Vous avez fait de confiance, mais ce n'est pas très émotionnel, pour être franc. Le deuxième, c'est qu'on permet aux marques de s'exprimer. Et donc notamment, on permet à nos vendeurs d'augmenter le contenu sur leurs fiches produits, de façon à raconter justement cette histoire-là, à mettre en scène leurs produits, à être capable sur des textes, des images, des visuels, des vidéos assez longs, de créer cet élément de proximité, de raconter une histoire. Et enfin, le dernier élément, c'est qu'on permet à ces mêmes marques du coup d'avoir des vitrines, d'avoir des environnements, quasiment des petits sites internet qui leur permettent de faire vivre leur marque, de montrer des scènes d'ambiance, des choses qui créent
crée davantage cette identité. Comme ça peut être le cas sur un propre site internet. Exactement. Où il raconte une histoire. Et comme peuvent le faire certains fournisseurs qui vont effectivement avoir cette culture-là de construire leur marque. Et donc on voit bien progressivement, ces marques, ces vendeurs marketplace, tous ne le feront pas. Certains vont rester effectivement sur une logique très fonctionnelle. J'ai des bons avis, j'ai des bons produits et ça fonctionne. Mais de plus en plus se disent que ça vaut la peine d'investir sur cette création de marque. Et nous, du coup, on les accompagne. C'est une offre d'ailleurs qu'on a construite cette année pour leur permettre de créer leur shop-in-shop bonifié, leur vitrine, et puis du coup, d'avoir une stratégie aussi marketing pour faire venir les clients sur cet environnement-là pour découvrir leur identité de marque. Est-ce qu'il faut comprendre dans ce que tu dis que c'est finalement là l'avenir des vendeurs sur les marketplaces? Ce sont ceux qui sont destinés uniquement à ce canal de vente, à toutes marketplaces confondues, qui ont un avenir. Comment se comportent les acteurs traditionnels, les vendeurs traditionnels qui par ailleurs peuvent vendre sur leur site internet ou dans leur magasin? Est-ce qu'eux ont une part qui se réduit mécaniquement? Ce que l'on voit, c'est que les vendeurs plus traditionnels ou notamment les distributeurs, on en voit beaucoup qui en fait arrivent à prendre les codes de ces sujets marketplace. Clairement, si vous voulez réussir sur une marketplace, il ne suffit pas de lister vos produits et de les mettre au prix officiel magasin et d'attendre que ça se vende. Et ça, je pense que c'est un message qui passe de mieux en mieux auprès des distributeurs qui veulent vendre sur les marketplaces. Donc il y a un enjeu évidemment d'avoir une offre et d'avoir une présentation de l'offre qui soit adaptée au marketplace, rien que dans le contenu produit, dans le fait d'avoir des fiches produits de qualité, d'avoir un assortiment potentiellement un peu différent des fois, des assortiments web différents de l'assortiment magasin. Et puis après, il y a un enjeu de comment vous faites vivre ça, comment vous créez cette identité, cette partie promotionnelle, comment vous mettez en avant, comment vous faites en sorte que vos produits aient des premiers avis. Enfin, il y a toute une gestion en fait, du cycle de vie de vos produits qui est différent sur une marketplace de ce que vous allez faire dans le retail physique. Et on voit, pour le coup, des distributeurs qui jouent le jeu et qui prennent ces paris-là et qui vont du coup animer leur offre, faire du marketing digital sur leurs produits nouveaux pour qu'ils soient vus, cliqués, qu'il y ait des premiers avis, et puis au fur et à mesure, ils vont avoir une stratégie, par exemple, de pricing un peu moins agressive ou moins décroché du tarifaire habituel, un peu moins de marketing quand le produit commence à bien tourner. Donc on voit bien qu'il y a toute une stratégie de gestion de l'offre qui n'est pas simplement diffuser massivement un catalogue de façon brute à un tarif de référence. Il y a de plus en plus, je ne sais pas si c'est le bon mot, il existe en fait des vendeurs qui sont, je pense que c'est pareil chez Cdiscount, des vendeurs qui ne sont pas français, qui viennent d'ailleurs, probablement même qu'ils sont majoritaires, je ne sais pas. Si je te dis ça, c'est pour amener le sujet de la régulation, oui. Puisqu'il y a des évolutions européennes qui sont rentrées dans le droit national. Tu peux nous en dire quelques mots, comment c'est perçu, puisque vous faites partie des gros acteurs qui sont concernés par tout ça? Alors, nous, on a déjà effectivement un peu plus de la moitié de nos vendeurs qui ne sont pas français, avec une logique qui est, en gros, on a un très gros tiers de vendeurs français, un tiers de vendeurs européens et un tiers de vendeurs chinois, globalement. Enfin, hors Europe, majoritairement chinois. On pense que c'est un bon mix, parce qu'en fait, ça permet de couvrir beaucoup de besoins avec des positionnements tarifaires complémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que sur tous ces vendeurs-là, quelque part, plus ils viennent de loin, plus on les accompagne sur la partie logistique, pour assurer justement cette livraison courte. Nous, une des promesses fortes du site, c'est une livraison courte sur une immense partie des produits. Dans ce contexte, évidemment, il y a des enjeux de régulation, et nous, on est très favorable à la régulation qui est en train de se mettre en place, qui se met en place, notamment le DSA et le DMA, parce qu'en fait, ça permet d'avoir un terrain de jeu pour tout le monde. On est sûr que tout le monde respecte. DMA pour Digital Market Act et DSA, Digital Service Act. Voilà. Et en fait, c'est important parce que nous, c'est des engagements qu'on tient déjà. C'est-à-dire qu'on a signé il y a quelques années le Product Safety Pledge. On a des mécanismes de modération, des mécanismes de vérification pour justement assurer cette qualité-là. On fait le choix de restreindre. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes un vendeur chinois, expédient de Chine, vous ne pouvez pas vendre de Lego chez nous. Parce que la statistique a montré qu'en général, une boîte de Lego expédiée de Chine, c'est pas vraiment sûr que ce soit des Lego à l'intérieur. Ouais, on est presque certain que ça n'en est pas. Voilà. Mais du coup, et des règles comme ça, on en a des centaines en fait. Avec l'expérience, on sait du coup gérer
ces éléments de risque-là pour assurer une plateforme la plus propre possible. Et puis après, on a évidemment un engagement très fort. C'est-à-dire quand il peut y avoir un point qui est passé entre les mailles du filet, dès qu'on est prévenu, on réagit. Et c'est ce que nous demande la réglementation, et c'est ce que va demander la réglementation à tous les acteurs. Et ça, c'est important parce que, évidemment, si vous avez un acteur qui rentre sur le marché avec des contrefaçons à plus savoir quoi en faire, ou des produits qui ne respectent pas les normes de sécurité européennes, en fait, il crée un énorme biais sur le marché. Et donc, c'est indispensable que la réglementation et que les pouvoirs publics jouent leur rôle de régulateur. On l'a vu avec les sanctions qui ont été prises contre Wish. Je pense que c'est essentiel qu'il y ait une réglementation qui s'applique à tous. Concernant la TVA, vous n'avez pas un rôle à jouer? On le joue déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on collecte la TVA. Même pour les Chinois? Pour les vendeurs extra-européens. Donc, et effectivement, c'est la garantie pour le Trésor public que la TVA sur les produits vendus et expédiés par des acteurs hors Europe soit soumis à la TVA comme le droit l'impose, et ce qui est pour le coup une mesure d'équité. Et de nouveau, c'est le type de réglementation qui fonctionne d'autant mieux qu'elle s'applique à tout le monde. Parce qu'effectivement, si vous avez une plateforme basée à l'étranger qui sert le marché français sans collecter la TVA, vous vous doutez bien qu'il risque d'y avoir un écart de prix. Donc nous, c'est vraiment des mesures où on est très favorable à cette logique d'avoir comme disait les Anglais, un level playing ground, un niveau de jeu, un terrain de jeu commun et honnête. Et c'est pour le coup qu'il y ait une distorsion de concurrence trop forte. Exactement, le moins possible. Le moins possible. Merci Thomas pour ces éléments de contexte. On l'a bien vu là-dedans. Cdiscount est un acteur majeur. Au travers de tes propos, tu nous as déjà donné un certain nombre d'informations sur comment vous l'adressez, ce marché. Je voudrais aller plus loin et que tu nous parles un peu, peut-être dans un premier temps, des éléments de stratégie pour la suite de Cdiscount et de Cnova. C'est quoi la stratégie? On a évoqué des éléments de logistique avec le fulfillment, de B2B, de techno, mais globalement, est-ce qu'il y a aussi des sujets d'orga de l'entreprise à proprement parler? C'est quoi la stratégie finalement? Aujourd'hui, toi qui as commencé chez Cnova par des éléments de stratégie, aujourd'hui il y en a forcément une qui se dessine, qui doit être un fil conducteur pour toi. Est-ce que tu peux nous donner des éléments d'information? Oui, tout à fait. Donc nous, la stratégie de Cnova, elle se décline en fait sur nos deux grands piliers. Notre premier grand pilier, c'est évidemment cdiscount.com, avec un enjeu du coup d'accélération et de rentabilisation, d'amener cette activité à la rentabilité. Je vais y revenir. Et puis le deuxième pilier, qui est notre pilier B2B au sens large, qui sont en fait tous les services que l'on peut vendre à des vendeurs, à des distributeurs, que ce soit dans le cadre de ce qu'on fait sur la logistique, sur l'offre marketplace d'Octopia, pour effectivement partager notre savoir-faire et aider d'autres acteurs à accélérer dans cet univers, ces écosystèmes marketplace. Si je reviens sur Cdiscount, le premier enjeu de Cdiscount, c'est un enjeu de renforcement de son identité de marque. On sent que Cdiscount, c'est une marque que les Français connaissent, que les consommateurs connaissent. C'est une marque qui est reconnue pour un positionnement tarifaire imbattable, pour une identité très vivante, très positive, un regard, on va dire, un peu positif, dynamique sur la vie, sur le e-commerce. Et on a envie de retrouver cet ADN-là qu'on a peut-être un petit peu perdu ces dernières années et de remettre de l'énergie derrière cette marque pour qu'elle parle aux consommateurs et que les clients, les consommateurs français sachent peut-être plus qu'aujourd'hui qu'ils trouveront les meilleures offres sur Cdiscount et notamment dès qu'ils ont des besoins d'équipement. Donc là, on est sur un positionnement prix très fort. C'est notre identité, c'est ce que les clients nous reconnaissent. Ouais. Quand on fait des enquêtes consommateurs, c'est le premier item qui sort. Et le deuxième item, en général, c'est la largeur de l'offre, le choix, et notamment de grandes marques qu'ils peuvent trouver sur cdiscount.com. Le deuxième, c'est que évidemment, derrière cette promesse-là, on peut avoir une marque plus dynamique, plus visible, plus impactante. Il faut que la promesse soit tenue. Et cette promesse, aujourd'hui, on la tient grâce à la marketplace, avec le travail qu'on fait au quotidien avec les 15 000 vendeurs, et qui est un travail important parce que ça veut dire qu'on est capable d'accompagner nos vendeurs, qui créent leurs produits, qu'on soit sûr que c'est des produits de qualité, et puis d'être capable d'identifier les produits qui sont les meilleures affaires. Et donc ça, par exemple, tous les jours, on vérifie les prix d'1,5 million de produits marketplace, et on va adapter la visibilité des produits en fonction de leur positionnement tarifaire, de façon à ce que nos clients voient en priorité les produits qui sont les meilleures offres.
Et c'est un deal honnête, les vendeurs font un effort sur le prix des produits, et du coup on les met en avant pour que pour nos clients, ce soit les meilleures offres à voir. Et puis à côté, on va avoir évidemment des top offres qu'on va mettre en avant parce qu'on sait, là pour le coup, que c'est des super offres par rapport au marché. On travaille évidemment sur notre offre en propre. Notre offre en propre, c'est encore 40% de notre activité, c'est évidemment un pilier majeur. C'est aussi un pilier majeur parce que c'est là qu'on va trouver les plus grandes marques. Les plus grandes marques aujourd'hui, en France, elles souhaitent continuer à travailler en direct avec nous, et nous, ça nous va très bien. Et donc, on va renforcer là-dessus avec un regard sur la profitabilité. C'est quelque chose qui n'était pas forcément dans notre ADN historique, il y avait une logique de croissance en priorité. Et c'est quelque chose qui nous permet de nous repositionner, et on est capable, et aujourd'hui, on a une offre en propre qui gagne de l'argent. Ce qui n'était pas arrivé, je pense, quasiment depuis une grosse dizaine ou douzaine d'années, et qui du coup est un facteur. 2023, l'offre en propre gagnera de l'argent, oui. C'est déjà le cas. Oui, tout à fait. Et comment ça, je te coupe 2 secondes. Comment on fait pour, alors que ça fait des années que c'est pas le cas, en un temps record, puisque l'année 2023 n'est pas finie, que tu as pris ton poste en début d'année, faire en sorte que ça devienne rentable? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on a fait un travail important de rationalisation de notre assortiment. C'est-à-dire qu'on s'est posé sur notre assortiment, on s'est demandé quels sont les produits qu'on savait rendre rentables, les produits qu'on ne saurait pas rendre rentables. Et donc, on a fait des choix. Donc, on a réduit notre assortiment, aussi en considérant qu'on avait maintenant une marketplace qui était assez forte pour répondre aux besoins des clients sur un certain nombre de catégories sur lesquelles, en fait, on n'était pas forcément ni un très très gros acteur, ni avec toujours la logistique hyper adaptée pour certaines typologies spécifiques de produits. Et donc ça, c'est un travail de l'ombre, de fond, qui a été fait, on va dire, sur la fin de l'année 2022 et début d'année 2023. Le deuxième, c'est qu'on a un travail important on va dire d'optimisation tarifaire. On garde notre promesse de prix forte, on garde notre capacité à faire des promos, mais parfois, on va dire qu'on allait sûrement un peu loin, et sur des produits, ce n'était pas forcément toujours indispensable en termes de baisse de prix. Donc on ajuste, on pilote au quotidien là-dessus, et on utilise aussi sur une partie de notre assortiment un modèle de pricing par IA qui permet d'optimiser en fonction du prix des concurrents, en fonction du trafic, en fonction de la transformation, pour aller chercher... Avec des seuils en dessous desquels il ne faut pas descendre. En dessous desquels il faut pas descendre. Et puis après, il y a évidemment des discussions à avoir avec les fournisseurs, parce qu'en fait, quand vous arrivez, et c'est pour le coup une évolution majeure de l'année 2022, pour le coup, c'est un des projets que j'avais lancé à l'époque où j'étais à la Strat, donc comme quoi les projets mettent parfois un peu de temps, on est capable aujourd'hui de donner la rentabilité de chaque produit dans chaque commande. D'accord. Et donc on est capable d'aller voir un fournisseur en lui disant, mais écoute, en fait, on aime beaucoup travailler avec toi, mais quand on regarde, on perd tant d'argent en travaillant avec toi. C'est-à-dire que le prix de vente que tu me fais, la capacité qu'on a à vendre les produits, le prix qui se pratique sur le marché, quand nous on met tous nos coûts en face, en fait on gagne pas d'argent. Après, du coup, une discussion avec le fournisseur, c'est est-ce qu'il a envie de continuer à vendre et travailler avec nous, est-ce qu'il est prêt à faire lui aussi un effort pour qu'à la fin on gagne de l'argent. Et ça, évidemment, c'est important, et quand vous êtes capable d'avoir ce niveau de pilotage, ça aide à orienter toute l'organisation là-dessus. Et puis derrière, il y a pas mal d'autres de leviers. Par exemple, notre algorithme d'acquisition et d'achat de mots-clés sur Google, il était très centré sur la génération de trafic, la génération de chiffres. Depuis 6 mois, il est optimisé sur la marge générée. Et pour vous donner des ordres de grandeur, on a quasiment doublé la marge générée par euro investi par rapport à l'année dernière sur notre trafic payant. Parce qu'on a modifié l'optimisation de l'algorithme, qui évidemment de l'IA derrière, parce qu'on enchérit sur des millions de produits. Donc c'est tout ce travail-là qui, à la fin, permet d'avoir une activité qui est beaucoup plus profitable. Donc c'est des grands choix, c'est aussi beaucoup de rigueur dans l'exécution opérationnelle. Et puis même aujourd'hui, quand on négocie des deals avec des fournisseurs, on regarde la rentabilité réelle, alors qu'auparavant, on regardait surtout le potentiel de chiffre. Ça, c'est pour la partie Cdiscount. Oui, .com. Ces éléments de stratégie qui vont continuer à se dérouler. Est-ce qu'il y a d'autres points importants sur Cdiscount? Sur Cdiscount, par exemple, le dernier point évidemment qui est important, c'est qu'en appui d'une marketplace qui croît et qui est, on va dire, structurellement rentable, de la rentabilisation de notre offre en propre, il y a tout un levier sur le marketing digital, le retail média. Là, c'est lié à Cdiscount, c'est pas dans la partie plutôt B2B. Quelque part, c'est un peu entre les deux. C'est un peu comme la marketplace, elle a un pied de chaque côté. Vous avez le retail média pour Cdiscount.com, où là, en fait, c'est notamment le premier produit qu'on vend, c'est des produits sponsorisés dans notre moteur de recherche, sur les fiches produits, enfin tout au long du parcours client. Donc ça, évidemment, d'abord, on a une plateforme qu'on utilise pour Cdiscount. Et puis après, ça fait partie des offres de services qu'on a dans
sur notre pied B2B, où on propose à d'autres distributeurs, d'autres e-commerçants, d'utiliser notre plateforme pour faire en sorte de générer des revenus additionnels grâce au retail média. Vas-y, sur le retail média. Et donc, sur le retail média, c'est une plateforme, je l'évoquais tout à l'heure, qu'on a développée en interne, qui permet aux vendeurs, aux fournisseurs d'investir des budgets, de suivre la performance de leur campagne. Et puis surtout, notre particularité, c'est qu'on a et ce qui pour moi fait la singularité de Cdiscount et Noah, c'est une très très bonne articulation entre un grand savoir-faire technologique et intelligence artificielle et une culture commerciale, une culture de l'intensité commerciale qui est très forte. Parce qu'en fait, tout l'enjeu, c'est une fois que vous avez votre plateforme, c'est comment vous faites en sorte que les vendeurs viennent, que les fournisseurs viennent, qui mettent des campagnes sur les produits, parce que plus vous allez avoir de campagnes actives, plus du coup vous allez pouvoir être pertinent, plus vous allez pouvoir remonter haut les produits sponsorisés dans votre moteur de recherche, et donc plus les vendeurs et les fournisseurs sont incités à y aller. Et donc en fait, il y a un cercle vertueux à enclencher qui dépend de votre capacité à vendre. Évidemment, il faut que la techno soit bonne, mais de votre capacité à vendre et à convaincre les premiers vendeurs de venir. Et on a des offres, par exemple, avec des vendeurs, et maintenant même avec des fournisseurs, où on leur dit, si on va te garantir un rendement, un retour sur investissement, et en échange de quoi tu nous laisses dépenser autant qu'on veut. Et aujourd'hui, on a plus de 200 vendeurs qui sont dans cette offre-là, et là, on a un premier fournisseur qui vient de basculer dedans, instantanément, il dépense 50% de plus que le trimestre précédent. Avec le même rendement, parce qu'en fait, ils nous confient du coup leur budget, et en fait, c'est même plus que ça, ils nous confient le porte-monnaie, et nous, tant qu'on tient les rendements sur lesquels on est engagé, on peut dépenser autant qu'on veut. C'est quand même capé jusqu'à... Non, jamais. Nos limites. Ok. Mais quand vous mettez 1 euro de marketing et que vous générez 10 euros de vente supplémentaires, en fait, on a plein de vendeurs et de fournisseurs qui ont des marges bien au-dessus de 10% et qui en fait disent c'est de l'incrémental, c'est du bonus, et donc allez-y. Si vous êtes capable de faire 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros d'investissement et qu'à la fin ça me fait 2, 3, 4 millions d'euros de vente additionnelle, allez-y. C'est quoi les ambitions pour les années à venir du retail média chez Cdiscount, je sais pas, en termes de chiffres, en termes d'investissement, en termes de je sais pas quoi. Aujourd'hui, on est quasiment à 4% du volume d'affaires qui est investi en marketing digital. Le but, c'est clairement de continuer à croître. On voit qu'un Amazon est probablement plutôt entre 5 et 6% du volume d'affaires qui est investi. Nous, le but, c'est de continuer à croître. On était à moins de 1% il y a 4 ans. Donc on voit la vitesse de croissance. Et puis surtout, on voit qu'il y a une très très forte appétence des vendeurs et des fournisseurs. Et en fait, si on croit, c'est parce que ça apporte de la valeur à nos partenaires. Et c'est vraiment aussi la philosophie, c'est-à-dire une belle transition vers le B2B. Notre enjeu, c'est comment est-ce qu'on apporte toujours plus de valeur à cet écosystème marketplace. Et clairement, le retail média est un levier majeur pour apporter de la valeur à nos partenaires, vendeurs et fournisseurs. Non, tu fais la transition tout seul, j'ai même pas besoin de la faire. Voilà, parlons un peu de la partie B2B et de la stratégie. On ira ensuite sur la tech, mais peut-être que c'est lié, enfin l'IA et la tech. Le B2B, on l'a évoqué, le fulfillment, c'est Octopia, c'est quoi d'autre? C'est Logistics. Et puis c'est effectivement des offres comme le retail média qu'on ouvre maintenant à d'autres distributeurs. Dans toutes ces offres-là, il y a une logique, c'est on a la chance d'avoir des actifs technologiques uniques dans l'univers marketplace. On a la chance d'avoir une taille critique, une taille qui est importante, qui nous permet d'avoir des effets d'échelle forts. Et puis on a un savoir-faire opérationnel. Et sur tous ces sujets, c'est tout ça qu'on veut mettre à disposition des vendeurs, des distributeurs, des e-commerçants, pour les aider à mieux performer dans cet écosystème e-commerce qui est en train de basculer vers un écosystème marketplace. Et donc on le fait, je l'évoquais sur le fulfillment. Donc le fulfillment, c'est la logistique pour les vendeurs. Là, on est sur un modèle en fait de logistique hyper standardisé, sans engagement. Le vendeur nous envoie ses produits, on les stocke, il nous envoie des commandes à expédier, on les expédie. Et là, on est sur des ordres de grandeur de croissance à plus de 40% par an. On a ouvert un entrepôt en Espagne. Oui, ça veut dire justement les entrepôts, vous en avez combien? Comment ça fonctionne? Pourquoi en Espagne? Alors, évidemment en France, on a notre assise logistique avec notre filiale C Logistique. On a plus d'une dizaine d'entrepôts partout en France. Et puis, en écoutant nos vendeurs, aussi avec l'expansion européenne d'Octopia, on va y revenir, perçu qu'il y avait une attente forte des vendeurs d'être accompagnés à l'échelle européenne. Parce qu'en fait, les vendeurs, leur enjeu, c'est j'ai un stock. Comment est-ce que j'évite de le diviser, de le multiplier les bouts de stock, un bout sur tel marketplace, un bout pour telle solution de fulfillment, un bout en Espagne, un bout au Royaume-Uni, un bout en Allemagne. Et donc on leur a dit, écoutez,
on veut être votre partenaire pour vous accompagner sur votre logistique en Europe. Et donc, pour être plus près des marchés, évidemment, vous allez pouvoir vendre vos produits en France. Aujourd'hui, on expédie dans plus de 20 pays européens à partir de la France. Mais c'est évidemment intéressant pour un vendeur qui fait beaucoup de business en Espagne ou pour un vendeur espagnol de pouvoir stocker aussi des produits en Espagne. Donc, on a trouvé un partenaire logistique en Espagne. Et donc, on propose à nos vendeurs de faire du fulfillment en Espagne. Et pour eux, c'est complètement transparent. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans la même interface et ils disent, en fait, je ne vais pas envoyer les produits en France, je vais les envoyer en Espagne. Et ils les envoient en Espagne. C'est vous qui opérez, donc pour lui, c'est transparent. Totalement transparent. On est en train de l'ouvrir au Royaume-Uni, même schéma. Et du coup, on a pris en charge notamment aussi les enjeux de douane, etc. Parce que on n'est plus en UE, donc c'est un peu compliqué. Mais pour le coup, il y avait un vrai besoin. Et les vendeurs nous disaient, en fait, c'est compliqué pour moi d'aller tout seul en Angleterre, de trouver un prestataire logistique, de gérer. Donc en fait, on a construit cette offre-là pour leur permettre du coup d'adresser le marché au Royaume-Uni. Et puis ce qui est intéressant, c'est que tout ça c'est interconnecté. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez une commande en Espagne sur un produit que vous n'avez pas stocké en Espagne mais vous avez stocké en France, du coup on le route vers nos entrepôts français et puis on l'expédie depuis la France. Si vous l'avez en Espagne, du coup on l'expédie depuis l'Espagne, il est expédié plus vite, il est expédié moins cher et c'est bénéfique pour tout le monde. Donc ça c'est la partie fulfillment et honnêtement aujourd'hui l'enjeu c'est de continuer cette expansion. Là on est sur 40% de croissance. Oui, sur la partie. Ça nécessite des mètres carrés en plus, tout ça. Ça nécessite des mètres carrés en plus. C'est des bons problèmes pour le coup. Et je pense que c'est bien qu'il y ait cette croissance. D'un point de vue très opérationnel en France, comme en parallèle on a plus tendance à réduire un peu la voilure sur notre offre en propre, en fait on a de la place dans les entrepôts et ça rentabilise aussi les entrepôts qu'on a déjà ouverts en France à l'origine pour notre offre en propre. Puis on voit bien que le modèle bascule de plus en plus et donc on a de plus en plus de surface, on a plus de produits aujourd'hui stockés dans les entrepôts pour les vendeurs que pour cdiscount.com, enfin que pour notre offre en propre. C'est le sens de l'histoire. Exactement. Notre deuxième offre, alors je vais passer par C-Logistics pour rester dans le domaine de la logistique. Donc C-Logistics, c'est notre partenaire, c'est notre filiale logistique en France. Elle, pour le coup, elle va adresser des très grands comptes qui ont des besoins spécifiques. Donc, comme quoi, par exemple, concrètement Aujourd'hui, par exemple, on travaille avec un leader du sportswear qui est une filiale d'un groupe américain pour toute sa logistique en Europe. Et on a signé aussi un gros contrat avec un acteur majeur français du luxe, pareil pour toute sa logistique e-commerce européenne. Et donc ces acteurs-là, en fait, ce qu'ils cherchent, ils cherchent évidemment une très très haute qualité de service logistique. Parce qu'en fait, c'est des acteurs qui veulent en fait, offrir une expérience logistique e-commerce au meilleur standard, sans couture. Voilà. Alors, c'est des acteurs qui ont souvent des systèmes d'information assez lourds, donc qui ont des enjeux d'intégration fortes avec leur système d'information, y compris pour du coup, assurer ce niveau de qualité de service. Donc en fait, ils vont avoir un enjeu de projet qui est important, de comment ils vont s'intégrer avec nous. Et puis souvent, c'est des acteurs qui ont envie, qui ont un e-commerce qui est stratégique, mais qui n'est pas forcément encore assez gros pour disperser du stock à travers toute l'Europe. Et donc là, pour le coup, avoir une logique d'implantation en France pour leur stock et de desservir l'Europe à partir de la France, c'est quelque chose qui leur va bien. Surtout que, vu nos volumes qu'on génère avec Cdiscount, on a des bons tarifs de transport. Donc à la fin, en fait, ils ont des tarifs logistiques grâce à notre efficacité logistique et transport grâce à notre taille qu'ils n'auraient pas s'ils étaient partis avec un prestataire classique ou s'ils avaient eux-mêmes fait les négociations. Donc tout ça, ça nous permet d'ouvrir un nouvel axe de business sur cette activité, ces logistiques, et puis ça renforce les volumes. Quand vous avez un partenaire qui vous confie plus d'1 million de colis expédiés par an, et ça optimise votre store logistique dans les entrepôts, ça optimise vos négociations de transport avec les transporteurs, et donc à la fin, vous continuez à construire toujours ces effets d'échelle qui sont au cœur de notre modèle économique et de notre performance économique. Et puis, troisième volet B2B, c'est ce que l'on fait sur Octopia, où là, on va venir accompagner des distributeurs, des e-commerçants, qui ont le plus souvent un site internet, mais parfois c'est un lancement quelque part sur internet. Et en fait, là, on va leur apporter le fameux triptyque qu'on évoquait au début, la technologie, les vendeurs, les opérations marketplace, pour s'assurer d'avoir de l'essence dans le moteur, de l'essence dans leur site internet, pour offrir plus de produits au meilleur prix, livrés très rapidement à leurs consommateurs, parce qu'à la fin, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui permet à nos partenaires d'être au rendez-vous des attentes de leurs clients. Les clients aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est être dans leur canapé avec leur téléphone, avoir des millions de produits disponibles et savoir qu'ils l'auront le lendemain sans aucun problème. Je rebondis sur ça pour parler d'un volet international. Octopia, vos clients peuvent avoir une activité déjà cross-border. Oui. Cdiscount, on voit bien, c'est franco-français. Il n'y a pas un Cdiscount ailleurs qu'en France.
le côté international et la dimension internationale de Cdiscount, elle est au travers des vendeurs étrangers qui viennent utiliser la plateforme. Mais quand vous vendez à Octopia, quand Octopia vend à ses clients l'activité marketplace, est-ce que parfois on lui oppose pas, oui mais c'est bien, mais moi j'ai déjà une présence en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne. Est-ce que c'est pour ça l'ouverture de ces centres qui sont un peu partout? Alors, premièrement, aujourd'hui Octopia a 50% de ses clients qui sont des clients qui ne sont pas basés en France. Donc en fait, à l'échelle de Cnova, Cdiscount est en France. Par contre, les activités B2B sont des activités qui sont notre vecteur de développement à l'international et aussi de développement sur d'autres secteurs. Quand Octopia signe, par exemple, avec Ramsay Santé, donc dans l'univers de la santé, ça permet d'aller s'implanter indirectement en appui d'un client sur des secteurs que Cdiscount.com n'aurait pas adressé lui-même. Et donc, c'est important parce que Octopia, depuis le départ, c'est une aventure internationale. La langue de travail est très majoritairement l'anglais. On a une culture chez Octopia qui est un peu différente de celle historique de Cdiscount.com, avec des profils qui viennent d'univers SaaS, de boîtes qui ont une culture B2B beaucoup plus forte. Et en fait, quand on regarde, on a aujourd'hui plus de 7 ou 8 000 vendeurs qui sont des vendeurs étrangers. Et donc en fait, on a aujourd'hui parfois plus de vendeurs allemands que des marketplaces allemands, enfin même que beaucoup de marketplaces allemandes. On a plus de vendeurs espagnols que beaucoup de marketplaces espagnols. Et donc et en plus, à l'échelle de l'Europe, les vendeurs européens et les vendeurs étrangers, c'est un des principaux leviers d'accélération des marketplaces. Parce qu'en fait, sur votre marché domestique, vous arrivez globalement à convaincre les vendeurs. C'est pas facile, vous n'en aurez jamais beaucoup si vous êtes une petite marketplace, mais on va dire que c'est dans le domaine du possible et du faisable. Dès que vous commencez à vouloir adresser les vendeurs étrangers, si vous n'avez pas une taille critique, et à mon sens la taille critique c'est 400, 500, 600 millions d'euros de volume d'affaires marketplace, si vous voulez être capable d'amener de façon significative des vendeurs étrangers, et bien en fait les vendeurs étrangers ne viendront pas chez vous. Et pour le coup, vous allez vous retrouver en désavantage compétitif majeur par rapport à un Amazon, par rapport à d'autres grandes plateformes qui, elles, vont avoir accès à ces vendeurs-là. Et c'est justement ce qu'on propose côté Octopia. Et par exemple, je prends un exemple dans le domaine de la puériculture, historiquement, les vendeurs les plus performants sont souvent des vendeurs allemands. Parce que dans les stratégies tarifaires des grandes marques de puériculture, souvent, a priori, il y a des prix plus intéressants en Allemagne que ce qui peut être fait en France. Donc vous avez, évidemment, si vous n'avez pas les vendeurs allemands, c'est compliqué d'être hyper compétitif sur une marketplace de puériculture. Ok, donc ça c'est la stratégie de petite incursion dans la salle d'enregistrement, d'où le bruit de la porte qui s'ouvre. Ça c'est les éléments de stratégie, on évoquait en introduction et on l'a répété, la tech, Cdiscount et Cnova en général, c'est quand même un environnement tech, data. On a parlé de l'IA, j'ai évoqué le chatbot. C'est quoi l'intégration de cette tech? Parce que tu ne vas pas nous refaire toute la tech de l'écosystème. Faisons un focus sur l'IA. Aujourd'hui, en quoi elle vous accompagne pour favoriser la relation avec vos clients dans le chatbot? Et puis, quels sont les projets futurs autour de l'IA? Alors, ce qui est important sur l'IA chez Cdiscount, c'est quelque chose qui est monté en puissance depuis une dizaine d'années. En fait, la montée en puissance de l'IA, elle est concomitante avec la montée en puissance de la marketplace parce que c'est le moment où les volumes augmentent fortement. Quand vous avez 80 millions de produits, on crée plus d'1 million de nouveaux produits chaque semaine. En fait, on sort de ce que des équipes même très très bien organisées arrivent à gérer à la main. Et donc, en fait, l'IA est rentrée comme ça. Elle est rentrée par nécessité au départ chez Cdiscount parce qu'il fallait trier les produits, les catégoriser, identifier des produits qui étaient non conformes à nos règles de qualité. Et donc tout ça, c'est ce qui a monté progressivement la première équipe d'IA dans le retail en France, une des plus grosses en Europe, et qui maintenant s'étend à travers toute l'entreprise. Donc aujourd'hui, vous avez de l'IA quasiment partout. Quand vous passez sur Cdiscount.com, vous allez croiser quasiment 50 algorithmes tout au long de votre parcours pour assurer que les produits soient de qualité, qu'ils soient bien catégorisés, qu'on vous présente les bons produits, qu'on vous présente des produits qui ressemblent à ceux que vous avez déjà vus, qu'on sache si on vous propose ou pas le paiement en 4 fois, etc., etc. Donc vous allez avoir tout le long de votre parcours cette présence de l'IA. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est pour ça qu'on évoquait le chatbot, c'est qu'on voit arriver une nouvelle génération d'IA. Avec les IA génératives, il y a à la fois des choses qui étaient possibles mais longues précédemment, qui du coup deviennent possibles et rapides, mais aussi des choses qui n'étaient pas possibles et qui du coup deviennent dans le domaine du possible.
Et enfin, il y a un troisième élément, c'est qu'avec l'encapsulation qui a été faite notamment par OpenAI derrière un chatbot, donc derrière ChatGPT, en fait, vous rendez accessible des premiers tests d'IA à des gens qui ne sont pas des data scientists. Jusqu'à présent, quand on avait un sujet qu'on voulait traiter, on prenait des data scientists, on les enfermait 6 mois dans un bureau avec une consigne, beaucoup de data, et avec un peu de chance, au bout de 6 mois, ils sortaient avec un algorithme qui marchait et qui performait en production. Maintenant, vous allez sur ChatGPT, vous lui dites « Bonjour ChatGPT, voilà un produit, est-ce que tu peux me dire, voilà la catégorie dans laquelle je l'ai classé, est-ce que tu penses que je l'ai bien catégorisé ?» Et GPT vous dit « Là, je pense qu'il n'est pas bien catégorisé. » Et on se dit « Ça veut dire que s'il est capable de le faire, ça vaut la peine de regarder comment on améliore, on optimise. » Et c'est le premier usage qu'on a fait avant même le chatbot, c'est qu'on a utilisé GPT pour améliorer la catégorisation de nos produits marketplace. C'est important parce qu'un produit mal catégorisé, du coup, il ne remonte pas dans les moteurs de recherche, on emmène le client pas forcément au bon endroit, et donc on a divisé par 2 les erreurs de catégorisation grâce à GPT. Et aujourd'hui, on a plus d'1 million de produits qui passent du coup dans GPT très régulièrement. On a déjà recatégorisé, fait passer plus de 10 millions, on en a recatégorisé 2 millions. Et en fait, on voit bien que les produits qu'on recatégorise, ils améliorent plus. Ah bah oui, ils cliquent plus, ils sont plus vus et ils transforment mieux. Et à la fin, on se parle de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, de volume d'affaires supplémentaires chaque année. Et donc, au taux de marge de la marketplace, évidemment, c'est des projets qui sont extrêmement rentables. Et donc ça, on voit bien que c'est des choses qui étaient... On était embutés sur les algorithmes qu'on utilisait jusqu'à présent et ça nous ouvre complètement un nouveau champ. Et on a le même genre de sujet dans l'amélioration de notre contenu produit, potentiellement le fait de mieux structurer les données que nous envoient les vendeurs quand ils nous envoient des données brutes. Donc on a un gros travail sur l'amélioration de notre contenu produit et là on voit vraiment un changement de paradigme et un changement Le deuxième, c'est dans la relation avec les clients qu'on a testé. On a notamment testé un chatbot. L'idée c'est, donc on a 80 millions de produits, on a plusieurs millions de visites tous les jours. Évidemment, on ne peut pas mettre un conseiller en face de chaque visiteur, c'est un petit peu compliqué. Et donc, on s'est dit, on va essayer de voir. Et jusqu'à présent, on avait déjà testé des chatbots, mais franchement, ça ne marchait pas très bien. Les clients n'étaient pas très contents. Le test qu'on a fait, donc on a branché en fait GPT derrière le chatbot, on lui envoie un certain nombre d'informations pour lui permettre d'être pertinent vis-à-vis des questions que le client peut poser. On a 40% des conversations où GPT se déroule tout seul. Donc on est transparent avec le client, on lui dit vous allez être en échange avec un chatbot, si à un moment vous en avez marre, vous avez le droit de demander à parler à un conseiller. Comme ça permet d'être transparent. Et puis on a 40% des conversations où GPT fait le boulot. Et quand on fait le boulot, ça veut dire que sur ces 40% là, on a le même taux de satisfaction et on a le même taux de transformation que quand on met un conseiller. Sur les 60% restants, il reste un peu d'amélioration à faire. Et c'est notamment, il y a des améliorations, on va dire, dans les données qu'on fournit à GPT. Et puis, il y a des améliorations aussi dans la façon dont on permet à GPT d'interagir avec nos systèmes. Par exemple, les clients, aujourd'hui, on donne des informations sur le contenu produit. Donc, GPT sait vous dire si le four, il a une porte froide, si il fonctionne comme ci, comme ça, sa contenance, parce qu'il a les informations. Mais si vous lui dites, est-ce que tu as des produits équivalents, est-ce que tu peux me le comparer avec des produits qui ressemblent d'autres marques? En fait, GPT, il n'a pas accès en temps réel à notre catalogue produit. Donc il ne peut pas faire ce travail de comparaison. Donc là, c'est un des axes majeurs qu'on a pour cette fin d'année, c'est comment on permet d'avoir un module qui fait l'interaction. C'est-à-dire que GPT nous dira, moi, j'aimerais bien que vous me donniez des produits équivalents, parce que c'est ce que le client demande. Et nous, du coup, on récupérera les données, on les redonnera à GPT. On dira, voilà 4 produits équivalents avec leurs données produits, maintenant tu peux répondre à la question du client. Et donc on va progressivement étendre cette capacité-là. Et on peut imaginer demain que les clients soient capables de faire quasiment un parcours d'achat complet, uniquement en interagissant avec le chatbot. Parce qu'ils diront, je cherche un four, il dira, c'est quoi, vous êtes combien dans la famille, qu'est-ce que vous aimez cuisiner, c'est quoi votre budget, et puis vous proposera un premier. Il fait le rôle du vendeur en magasin. Du vendeur en magasin. Ça, c'est hyper passionnant de voir ça. C'est déjà incroyable de se dire qu'il y a 40% des interactions qui sont faites grâce à ChatGPT et qui surtout donnent le même taux de satisfaction que quand c'est un conseiller. Ça, c'est très probant comme données. Justement, la relation client, et ce sera un peu le mot de la fin, comment vous l'entretenez, quels sont les enjeux de cette relation que vous avez avec les clients? Je disais en introduction, près de 9 millions de clients actifs, c'est un asset hyper fort, cette base client qu'il faut
choyer, qu'il faut accompagner, qu'il faut solliciter, mais pas trop. On sait toujours qu'on est sur une ligne de crête sur ces sujets-là. Comment ça se passe? Est-ce que là aussi, il y a des évolutions qui vont être amenées, ou alors on va rester dans la continuité de quelque chose qui fonctionne déjà bien? Alors, tout d'abord, quand on réfléchit, nous, à la relation client, on a vraiment une vision très large qui va du moment où le client quelque part, est en interaction avec la marque Cdiscount, parfois même à l'extérieur du site Cdiscount, tout son parcours sur le site, son achat, son parcours après-vente, et puis la façon dont on va interagir avec lui au niveau marketing. Parce qu'en fait, on considère que c'est sur toute cette période-là qu'il va avoir une expérience de marque avec Cdiscount et qu'on doit lui offrir l'expérience la plus qualitative possible, la plus sans couture possible. Et donc, on a toute une série de travail, et c'est justement là où on évoque les fameux 50 algorithmes que vous allez croiser, qui en fait font ce travail et nous aident à faire ce travail d'amélioration. On mesure évidemment un NPS qui a été en très très forte amélioration ces dernières années, et qui a été en très forte amélioration évidemment sur notre offre en propre, mais encore plus sur la marketplace, c'est-à-dire qu'on a réduit le gap entre l'offre propre et la marketplace, et notamment on l'a réduit avec un travail fort de qualité sur les vendeurs, de mettre en place des règles de fonctionnement pour les vendeurs, et puis d'être capable de les valider. Là, c'est aussi un endroit où l'IA nous aide, parce que quand on est aujourd'hui, on n'était pas forcément capable d'analyser en temps réel toutes les conversations entre les clients et les vendeurs. On se parle de milliers de conversations tous les jours d'interaction entre les clients et les vendeurs. Aujourd'hui, avec un outil comme GPT, on est capable d'identifier les conversations qui se passent mal et potentiellement d'intervenir, d'interagir. Et donc, on va faire ce travail-là, et le deuxième volet, c'est évidemment de les passer en fulfillment. Parce qu'on sait que quand on a une marketplace en fulfillment, elle a quasiment le même NPS que l'offre en propre. Et donc ça, c'est un élément qui est évidemment majeur, parce que ça assure le niveau de qualité de service pour nos clients. On a derrière un gros travail, et on a fait un énorme travail sur la partie relation client. Donc aujourd'hui, par exemple, pour un certain nombre de clients fidèles, on rembourse dès que le client demande un retour. On n'attend pas que le client ait effectivement retourné le produit. Parce qu'on sait que c'est un client à qui on peut faire confiance, que c'est un produit qui n'est pas trop risqué. C'est sûr qu'on ne le fait pas forcément sur les iPhones. Vous avez quelques sujets comme ça où on voit bien qu'il y a des catégories où quand on commence à le faire, la fraude dérive un peu plus vite. Mais en tout cas, on prend des initiatives pour améliorer nos clients, enfin la relation avec nos clients, renforcer la confiance qu'on a avec eux. Et notamment, on a fait un énorme travail sur toute la partie self-care, parce que les clients... globalement, ils préfèrent avoir tout de suite leur réponse, leur bon de retour, leur remboursement, plutôt que d'avoir besoin d'appeler un conseiller, etc. Donc et c'est un travail qui est important parce que évidemment, ça améliore en plus la satisfaction des clients. Et enfin, on a un gros travail d'animation et de fidélisation de nos clients, notamment les clients qui sont dans le programme Cdiscount à volonté. On a fait le choix d'investir et de mettre en place ce qu'on appelle la cagnotte. Donc la cagnotte, c'est donc nos abonnés Cdiscount à volonté. C'est un abonnement qui donne accès à la livraison gratuite, illimitée, express à domicile. Donc les produits sont livrés en général en 24 heures, certains en 2-3 jours. Et donc vous avez des vendeurs partenaires qui sont rentrés dans le programme. Donc vous avez plusieurs millions de produits aujourd'hui qui sont livrés en maximum 2 ou 3 jours. Donc ce qui permet d'avoir une offre qu'on est les seuls à part Amazon à proposer en termes de largeur et d'intérêt. Et en parallèle, on a voulu y ajouter une dimension plus promotionnelle, parce qu'en fait, c'est quand même notre ADN, c'est la promesse qu'on fait à nos clients. Et donc, on a mis en place la cagnotte qui permet à nos clients, quand ils achètent sur Cdiscount, nos clients abonnés, de cagnotter de l'argent progressivement. Alors, ça peut être sur certains produits, ça peut être lors de certaines opérations, ça peut être à l'occasion d'un anniversaire d'un enfant, etc., où on va abonder leur cagnotte. Et ce qui est intéressant, c'est à la fois qu'on voit qu'on a de bien meilleures efficacités que quand on fait des bons de réduction ou des baisses de prix génériques, parce qu'en fait on vient animer une base qui est réceptive et qui est en attente de ça. Et puis aussi que quand on pose des questions à nos clients sur ce qu'ils pensent de Cdiscount, l'item qui a le plus progressé depuis 2 ans, c'est celui où on leur dit Cdiscount sait reconnaître ma fidélité. Et dans un univers concurrentiel comme le e-commerce, renforcer la fidélité de ses meilleurs clients, c'est évidemment un élément important. Et puis je vais reboucler avec mon sujet de rentabilité. C'est d'autant plus vrai quand ces clients-là sont rentables, parce que à l'époque où j'étais à la Strat, revenons 6 ans en arrière, on s'était rendu compte que plus les clients étaient fidèles, plus nous faisaient perdre d'argent. Et donc évidemment, ça incite pas à avoir une logique marketing pour animer votre base client, parce qu'en fait, très clairement, vous avez une courbe de rentabilité qui fait que plus les clients commandaient, plus ils nous faisaient perdre d'argent. Et là, en améliorant structurellement le modèle,
eh ben, on est capable d'avoir un modèle où on gagne de l'argent, on sert mieux nos clients, ils le reconnaissent, et donc on est sur un cercle vertueux, et c'est en tout cas l'ambition qu'on a aujourd'hui. Donc effectivement, c'est par des opérations concrètes que les clients sont de plus en plus fidèles et que la relation s'inscrit dans la durée. Écoute Thomas, je veux te dire un grand merci. Je sais pas, il y a un mot à ajouter pour la fin où on est bien, on a fait le tour à peu près, on est cohérent. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que Cdiscount est aujourd'hui une des plus belles boîtes françaises dans le monde du retail en termes de techno. On a la chance d'avoir des pépites. On n'est pas les seuls, hein, évidemment, à avoir ces savoir-faire-là. Et je pense que c'est important je suis content que tu m'aies invité pour pouvoir en parler. On voit notamment sur les sujets d'IA que c'est vraiment une transformation majeure. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'aperçoit. C'est comme ça aussi qu'on anime nos équipes. On va faire en sorte qu'on va permettre à des collaborateurs d'avoir accès à l'offre payante de GPT pour qu'ils expérimentent comment améliorer leur quotidien et leur fonctionnement au quotidien en utilisant des outils d'IA générative. Et je pense qu'on a besoin d'avoir des entreprises qui prennent le pas et sautent à pieds joints dans ces sujets parce que c'est un vecteur majeur de compétitivité pour nos entreprises. Et on a besoin d'avoir des entreprises qui quelque part prennent ce flambeau-là, non seulement de mettre de l'IA générative dans leur process métier, mais aussi de voir comment on peut changer nos façons de travailler au quotidien grâce à ces outils. En tout cas, c'est un des défis qu'on veut relever, qu'on relève au quotidien, et je suis évidemment très fier d'être dans ce collectif-là pour faire en sorte qu'on porte haut les couleurs de la tech française dans un environnement où il y a quand même beaucoup d'acteurs qui viennent d'un peu plus loin. Écoute Thomas, merci mille fois, j'étais ravi de cette conversation. Franchement, tu nous as partagé des informations de premier plan, de grande qualité. Merci pour tes analyses et la simplicité avec laquelle on a pu avoir cette conversation. Je vais remercier tous les auditeurs qui sont toujours fidèles aux écouteurs, c'est pas au poste là, c'est aux écouteurs. Merci pour tout. Merci à Comexposium avec le one-to-one Retail e-commerce de Monaco pour le support apporté à cet épisode. Thomas, une dernière question, si quelqu'un veut te contacter, LinkedIn est-il le meilleur canal ? Oui, tout à fait. Ok. Merci encore et puis je te dis à très bientôt. Merci Cyril, merci à tous.